Minocratie et exécutif. Ceci est un 4e épisode de réponse aux questions que l'on me pose lorsque je présente l'idée de la minocratie autour de moi. Pour en comprendre les tenants et les aboutissants, je vous invite à aller écouter la lecture complète du texte initial et celle du chapitre 11 ajouté a posteriori, qui présente le concept de minocratie en tant que tel. Vous les trouverez sur Instagram, sur YouTube ou sur Deezer. Mais, pour en faire un rappel rapide et contextualiser ce que je vais dire, il s'agit d'un système de prise de décision politique dans lequel on refuse de faire confiance à une élite dirigeante ou à la délibération, et où on applique aveuglément les exigences des personnes qui subissent des inégalités avérées. Du coup, dans cette configuration, tant qu'il subsiste des inégalités, les gens qui les subissent ont individuellement le pouvoir d'imposer de nouvelles lois à l'ensemble de la société. Le seul moyen pour que ça s'arrête est de proposer des lois qui créent une égalité réelle, et c'est justement l'objectif recherché. Cependant, pour que ce système fonctionne et éviter les abus, il faut impérativement que les réformes demandées respectent 3 conditions. 1. Ne retirer à personne, de quelque manière que ce soit, même temporairement, son droit ou sa capacité à exiger des réformes à l'avenir selon ces mêmes règles. 2. Ne pas imposer ou risquer d'imposer à qui que ce soit de conséquences non immédiatement réversibles par d'autres réformes. Et 3. Ne pas interdire une pratique tant que celle-ci ne provoque pas d'autres inégalités que l'inégalité d'accès à cette pratique en tant que telle. Les réformes qui ne répondent pas à ces critères sont rejetées en bloc et ne sont tout simplement pas appliquées. Or, à partir de là se pose une question, qui applique ces réformes et comment ? A priori, la réponse à cette question devrait être stipulée dans les réformes elles-mêmes. En effet, si ce n'est pas le cas, il reviendra alors aux individus de prendre leurs responsabilités et de se porter volontaires pour l'appliquer d'eux-mêmes, voire pour coordonner leurs efforts si nécessaire. Et dans certains cas, ce principe de volontariat suffira parfaitement à appliquer la décision. Dans les groupes les plus petits, comme des familles, des colocations ou des groupes d'amis, voire dans des communautés dans lesquelles les membres ont un sens du devoir civique prononcé, il n'y aura sans doute pas de raison de procéder autrement. Cependant, il se peut aussi que compter sur le volontariat et le sens des responsabilités de chacun ne suffisent pas, soit parce que les volontaires sont toujours les mêmes et qu'au bout d'un moment, ils en ont marre d'être les seuls à faire des corvées, soit parce que ces volontaires sont en fait incompétents et n'arrivent pas à appliquer correctement la réforme, soit parce qu'ils ou elles utilisent le prétexte d'appliquer la règle pour s'octroyer plus de pouvoir ou de richesse sur les autres. Dans tous les cas, des inégalités subsistent, se créent, se renforcent, et les règles de la minocratie permettent donc aux personnes qui les subissent de réclamer des réformes pour rectifier le tir. Et rien ne les empêche de proposer des réformes qui, plutôt que de revenir sur la première loi en tant que telle, vont simplement avoir pour objet de mieux encadrer la façon dont celle-ci est appliquée. Et il me semble que, dans la plupart des cas, notamment dans les groupes les plus grands, mais aussi pour prévenir les problèmes que j'ai mentionnés, les gens proposeront dès le départ des réformes qui prévoient leurs propres modalités d'application ou s'y résoudront très rapidement. Cependant, je le rappelle, si les règles de la minocratie fonctionnent comme je l'espère, elles devraient surtout aboutir à l'application des réformes qui permettent le mieux l'avènement de l'égalité réelle. Et cela, naturellement, va impacter aussi le choix des modalités d'application des dites réformes. De fait, si les modalités d'application proposées manquent d'efficacité, en accaparant par exemple trop de moyens qui pourraient être utiles ailleurs pour réduire d'autres inégalités, nul doute que des réformes seront proposées pour changer celles-ci et rendre ces modalités d'application bien plus efficaces, à condition bien entendu que cette efficacité ne crée pas de nouvelles inégalités. Mais une fois que j'ai dit tout cela, quelles sont les conséquences dans les faits ? La première chose à retenir, c'est que, en minocratie, sauf cas exceptionnel, les gens qui sont chargés d'appliquer les lois ne prennent pas du tout leurs décisions de manière minocratique. Par exemple, si l'on charge une administration de construire une école, il ne faudra pas attendre qu'une personne subissant une inégalité se manifeste pour choisir la couleur de la peinture ou pour recruter les ouvriers et ouvrières qui se chargeront de la construction. S'il est plus pratique, plus efficace, moins vorace en ressources de désigner une personne responsable de ces décisions avec le pouvoir de les prendre et de les imposer, alors c'est ce qui se passera. Et très clairement, il me semble que c'est infiniment plus simple de fonctionner de cette manière plutôt que de vouloir à tout prix appliquer les règles de la minocratie à tout bout de champ. Cependant oui,
En minocratie, comme n'importe quel citoyen ou citoyenne qui subit une inégalité peut imposer une modification dans les modalités d'application de la loi, le pouvoir conféré aux personnes responsables d'appliquer les lois sera sans aucun doute très limité, très surveillé afin qu'aucun abus ne puisse avoir lieu. Pour reprendre l'exemple, la personne en charge de la construction de l'école pourra prendre des décisions quotidiennes seule et les imposer, mais seulement dans certaines limites précises. Elle n'aurait pas le pouvoir de choisir la peinture la plus chère au détriment du salaire des ouvriers et ouvrières, ni d'imposer une cadence trop grande pour tenir les délais. Tout simplement parce qu'au moindre problème, les ouvriers et ouvrières pourront réclamer une réforme pour contrevenir à la décision de la personne responsable. Autre conséquence notable dans cette même veine, en minocratie, tous les mandats exécutifs sont, par principe, révocables à tout moment. De fait, puisque chaque citoyen ou citoyenne qui subit une inégalité peut changer les modalités d'application d'une réforme, demander à changer la personne en charge est très simple. Et à l'inverse, toute tentative pour empêcher que cette décision soit prise ou pour la limiter afin de protéger les agents de l'exécutif dans leurs fonctions revient à limiter la capacité des individus à réclamer des réformes à l'avenir. Et c'est donc impossible en minocratie. Autrement dit, en minocratie, les personnes responsables de l'application des lois peuvent être renvoyées à tout moment en cas de problème, et il n'est pas possible d'instaurer un statut de protection de ces derniers, comme par exemple une forme de fonctionnariat. Enfin, la conséquence de tout cela est qu'il n'existe pas de modèle type dans la façon dont seront appliquées les décisions en minocratie. Tout comme il n'y a pas d'institution plus minocratique que d'autres tant que les règles de validation des réformes sont respectées, les instances chargées d'appliquer les lois varieront nécessairement d'une minocratie à l'autre, en fonction de la taille du groupe, des liens qui unissent les membres de celui-ci, des idées qu'on aura eues ou non en termes d'organisation de l'application, des raisons historiques de l'efficacité et des limites nécessaires pour éviter les abus, de l'objectif du groupe en tant que tel, etc. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, je n'ai pas cherché à développer ce point dans mon texte initial.